Voilà, alors pour attaquer l'après-midi, c'est Monsieur Philippe Hall qui va prendre la parole. Donc Monsieur Hall, ingénieur du génie rural de l'EPFL, qui a travaillé quelques années à l'EPFL et qui est ensuite arrivé au canton de Vaud, qui est chef de la division Eau depuis de nombreuses années et qui donne là, je pense, une de ses dernières présentations avant des grandes vacances bien méritées. Voilà. Philippe. Merci Caroline. Voilà, bonjour à toutes et tous. Oui, il fait chaud, je vois que les gens se ventilent. N'hésitez pas à vous ventiler ou ventiler vos voisines ou vos voisins. Je pense qu'effectivement, il fait bon. Alors, on pensait avec le groupe de préparation de cet après-midi qu'il y avait tellement d'experts que vous auriez trouvé toutes les solutions, puis que dans le fond, on ne pouvait plus qu'aller boire des verres cet après-midi, notamment de gérer les nuages, de savoir quoi faire avec tout ça, puis on se rend compte, non, ça, c'est plus compliqué que ça. Donc la gestion intégrée de l'eau, il faut continuer. Ce n'est pas qu'une question de robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme, c'est plus compliqué. Alors pour cet après-midi, le but, c'est d'échanger avec 3 ateliers. Alors je vais me lancer dans une présentation dit d'un cas pratique du bassin versant de l'Orbe. Ça donne juste quelques éclairages et ça doit vous permettre simplement de déclencher des discussions et des réflexions dans les ateliers de l'après-midi. Alors, il y aura un point sur le contexte et je vais reprendre les 3 sujets de l'atelier. À mon aval, quel défi! La notion de bassin d'usage versus bassin versant, la complexité des liens entre les différentes problématiques, la problématique de la gouvernance, et je me permettrai une petite conclusion perspective en relation avec le bassin de l'Orbe. Alors, le bassin versant topographique, il fait à l'amont 224 km². Il part des Rousses en France et il arrive au lac de Joux, lac Brenay. La partie aval du bassin versant fait 180 km². Et particularité de ce bassin versant, dans la partie de plaine, il est avec des digues au-dessus du terrain naturel. Donc le bassin versant est quelque peu difficile à fixer précisément avec une arrivée du talent et un bassin versant de l'ordre de 440 km². Les caractéristiques du bassin versant, ce sont des champs, des prairies, donc on est plutôt sur un bassin versant peu urbanisé, un bon cinquième de forêt et quelques pourcents urbanisés. Sur ce bassin versant topographique, Isabelle Buty l'a montré et remontré. On est dans un contexte hydrogéologique. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a quelques similitudes avec sa présentation. Donc, les bassins d'alimentation, elles proviennent des sources karstiques. Vous observez effectivement l'absence de cours d'eau sur ce versant et celui-ci de la plaine de l'Orbe. Donc, pas de cours d'eau sur les parties en altitude et une partie de l'eau qui échappe du bassin versant et qui va alimenter les sources, et pas n'importe quelle source, puisqu'il s'agit de la source du Montant, ce fameux projet de réalimentation des nappes souterraines dont il a été question brièvement ce matin, la source de l'Aubonne, ou encore la fameuse source de la Venoge. Sur ce bassin versant, il y a évidemment, comme tous les autres bassins versants du monde, il y a un certain nombre d'usages. Alors, c'est la source du Brassus. On utilise l'eau pour l'eau potable, bien entendu. L'eau de l'Orbe est utilisée pour produire de l'énergie. Je dirais un ou deux mots par la suite. L'eau de l'Orbe sert aussi à l'arrosage agricole et de manière tout à fait adéquate. Je pense on est dans une bonne situation. Il est clair pour celles et ceux qui connaissent les gorges de l'Orbe, eh bien, il y a des aspects paysagers déterminants dans ce bassin versant. Et puis évidemment, il y a des usages de pisciculture ou différents autres usages. Le petit chiffre ici, 6 000 autorisations ou concessions, juste pour vous donner l'ampleur
des droits d'eau qui sont gérés par le canton. Donc le canton de Vaud gère à peu près 6000 autorisations d'utiliser l'eau, donc la prélever, rejeter de l'eau, ou des passerelles ou des collecteurs qui touchent le domaine public des eaux. Donc ça donne quand même une idée du patrimoine de gestion quand on dit gérer le domaine public des eaux. Pour ces usages et d'autres, ça représente à peu près 6000 autorisations, concessions pour l'ensemble du canton. Évidemment, je ne vais pas insister encore sur les aspects karstiques, mais quand même, on est dans un bassin versant karstique. Avec, ici, vous avez les zones de protection, et vous avez notamment les zones de protection S3 éloignées, et vous voyez un tout petit peu la dimension de ces zones de protection. Inutile de dire qu'elles impactent évidemment les différents usages du territoire, que ce soit des constructions ou des pratiques agricoles. Donc, on est effectivement sur un bassin versant avec la topographie, mais beaucoup de problèmes d'eau souterraine à protéger. Un petit mot sur, et là c'est un mot positif, merci à tous les collègues qui m'ont aidé à sortir tous ces slides. Un petit mot quand même d'optimisme dans ce monde du changement. Vous êtes ici sur un tableau où on a les indices biologiques de 1990 à 2022. C'est des indicateurs basés essentiellement sur la faune liée à la qualité des eaux, notamment les insectes qui sont liés très directement à la qualité des eaux. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit quand même un progrès notable de cette qualité depuis 1990. Alors cela s'explique assez facilement. C'est évidemment le travail des stations d'épuration qui sont là et qui font leur travail depuis une trentaine d'années. Donc juste, il y a plein de problèmes qu'on traite. Pas oublier quand même que si on regarde en arrière, il y a aussi des bonnes choses qui ont été faites. Amont-aval, quel défi pour cette fois rentrer un tout petit peu dans une ou deux problématiques pour cet après-midi. Alors, s'agissant de l'amont-aval, ce bassin versant, il est assez extraordinaire, parce que si vous voulez, en tête de bassin versant, ou quasiment en tête, vous avez un lac, le lac des Rousses, et à la sortie du lac, vous avez une ouverture qu'on peut plus ou moins ouvrir ou fermer. Et en fait, selon la manière dont on ouvre ou dont on ferme, eh bien, les débits sont plus ou moins importants sur l'Orbe. Puis comme vous constatez, eh bien, le lac il est sur France et l'Orbe coule ensuite assez rapidement sur Suisse. Donc, en fait, pour gérer ce débit de sortie, cela se fait avec une convention sur ce lac qui fait à peu près une centaine d'hectares, avec un volume d'environ 5 millions de mètres cubes. Alors c'est un mot, hein, convention, c'est vite vu, c'est vite fait. Mais en fait, je dirais, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, eh bien, on travaille ensemble, et de manière, j'ai envie de dire, constructive et intelligente, avec les communes suisses, mais aussi avec les 2 communes françaises, pour aboutir à cette convention. Il se trouve que cette convention, elle est échue, on est en train de la revoir, de définir un certain nombre de choses. On a discuté encore à midi avec Pierre, qui est quelque part, Durlet, qui est quelque part dans la salle. Et de manière intéressante, l'amont du bassin versant est dicté par cette vanne, plus les affluents, bien entendu, et un peu d'eau souterraine. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du complexe Brenay-Joux, l'ensemble de l'eau, pour la partie aval de l'Orbe, ne coule que sous 2 formes. Soit par infiltration, sous le lac ou sur les côtés, ou à travers une concession hydroélectrique qui est donnée à la Romande Énergie. Et il n'y a quasiment pas d'autre manière de voir couler l'eau entre cette partie-là du bassin versant et l'aval. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on a un certain contrôle, bien entendu,
de l'eau. Voilà, juste pour vous donner le contexte amont, aval, en termes de gestion des flux d'eau sur l'Orbe. Deuxième point, bassin d'usage versus bassin versant, juste quelques liens, juste qu'on comprenne les liens existants. Alors, sur ce slide, préparé par le parc régional naturel du Haut-Jura, Pierre aussi, vous avez ici une image de ce fameux lac des Rousses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, toute la tourbe qui est autour de ce lac a été passablement exploitée. À juste titre, hein, il est hors de question de remettre en question le passé, mais il faut juste savoir que le fait d'avoir exploité ces tourbes, eh bien, dans le fond, rien que sur le secteur autour du lac, eh bien, on perd environ un peu plus de 100 000 mètres cubes de stock d'eau qui, naturellement, se retrouverait dans ces tourbes. Voilà, donc, un petit lien, pas oublier l'importance de ces milieux naturels. Ça me permet aussi, par rapport à ce que disait ce matin Frédéric Jordan, où on peut évidemment travailler avec des réservoirs de manière technique, mais on voit aussi qu'on a un certain nombre d'éléments naturels qui, s'ils sont là, sont aussi une sacrée plus-value. Deuxième, vous vous souvenez, hein, sur le slide, pour la deuxième partie, pour l'eau qui s'écoule de la plaine, haute plaine de l'Orbe vers la basse plaine de l'Orbe, il y a les concessions hydroélectriques et il y a l'infiltration. Alors il se trouve que depuis le lac Breney jusqu'à la plaine de l'Orbe, qui débute ici à Orbe, vous avez plusieurs usines. On est sur le Doubs, hein, on est un peu sur le même système. Avec, et c'est un hasard, j'ai encore demandé juste avant confirmation, et ça m'est confirmé, avec une production quand même sur ces quelques usines de un peu moins de 200 gigawattheures, donc exactement la même quantité qui a été présentée sur le Doubs. Donc on se rend compte aussi de l'importance, hein, 200 gigawattheures. Une grosse éolienne, c'est 5 gigawattheures. Je vous laisse faire la division pour voir le nombre de grosses éoliennes que ça représente, ces paliers hydroélectriques. Je profite de la présentation. Tu ne l'as pas présenté, toi, ce matin. Peut-être sur le Doubs, il n'y a pas d'assainissement, ou en France, ça se fait pas, ou moins, mais ça se fait bien quand même. Voilà. Mais juste, vous avez ici une évocation des différentes mesures d'assainissement, puisqu'on a jusqu'en 2030 pour assainir en matière de migration piscicole, d'éclusée ou de charriage l'ensemble de ces concessions. Et je tiens à relever que le leadership de ce travail d'assainissement, le canton a bien entendu fait son travail d'autorité. Il a dit, vous devez faire ci, faire ça, dans tel délai. Mais le travail, il est fait par la Romande d'énergie, qui fait un travail avec les autres hydroélectriciens et avec les ONG. Donc voilà, c'est eux qui ont pris ce lead. Et on a aussi avec ça une vision cohérente de cet assainissement. Pour arriver au lien qui va suivre ce slide, il faut juste savoir, et je tiens qu'on parle un tout petit peu de l'eau et de l'agriculture. Il a été dit, hein, Carlo, tu as dit qu'il y a des besoins en eau pour l'agriculture qui doivent être définis, il faut progresser. Moi, je tiens à dire qu'on travaille très bien avec l'agriculture et les besoins en eau de l'agriculture. On a des démarches qui sont en cours, et les gens des eaux sont dans les copiles, y compris avec les collègues de la biodiversité ou des sols. Ce travail, il est fait. Et il se trouve, et ça je trouve que c'est intéressant à voir, vous avez tous ces secteurs rouges ici, c'est des autorisations de prendre de l'eau dans les différents cours d'eau de la plaine de l'Orbe. Le pompage total autorisé, c'est pas petit, c'est 500 litres par seconde. Donc pour ceux qui sont en eau potable, c'est énorme, hein, 500 litres par seconde de droit d'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on peut donner cette eau à l'agriculture ? Eh bien, c'est très simple.
c'est que grâce au système avec les volumes du lac de Joux, lac Breney, et aussi en partie du Day, et à travers les concessions qu'on donne aux hydroélectriciens, ils ont obligation de garantir plus de 2000 litres par seconde. C'est en principe 2500, mais quand on est en étiage, on diminue un tout petit peu cette valeur. Mais ils ont obligation de garantir ces débits minimums dans la plaine de l'Aube. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se souviennent de la présentation de Frédéric sur le stress sur les rivières, eh bien, vous pouvez bien imaginer que du stress, en termes en tout cas de régime hydrologique, il n'y en a pas, puisqu'on est là dans une parfaite synergie entre les hydroélectriciens et l'arrosage agricole. Puisqu'évidemment, on est à 2000-2500 litres par seconde, 500 litres par seconde qui peuvent être pompés au maximum, et tout le reste appartient aux cours d'eau et aux canaux de la plaine de l'Orbe. Autre élément de liaison, cette fois on passe plutôt dans les crues. On est en train d'étudier, d'utiliser Joux-Breney comme de la rétention en cas de crue. Parce que, changement climatique, mais aussi quart de danger, situation existante, on constate qu'on a des risques, notamment dans la plaine de l'Orbe, avec une digue qui est au-dessus du terrain naturel, et en cas de rupture, les conséquences pourraient être importantes. Donc, on est aussi en discussion avec les hydroélectriciens sur la concession du lac de Joux. Les cotes d'exploitation du lac se situent entre 1003 et 1005 mètres sur mer. Les crues de l'Orbe, les ordres de grandeur, centenales ou autres, on est à 110 mètres cubes par seconde. Et il se trouve qu'il y a une conduite de décharge qui permet de sortir 15 mètres cubes par seconde. Et en fait, on est en discussion avec la Romande Énergie pour pérenniser ce qu'on avait déjà essayé une fois, mais c'était sur un coin de table en 15 minutes. Là, on veut le faire de manière plus professionnelle et on aimerait avec eux gérer le temps de stockage, arrêter le turbinage ou le prévoir de manière préventive pour garder 1 mètre de tranche d'eau dans le lac de Joux pour écrêter les crues et protéger l'aval. Pour l'instant, on est en discussion. Et on verra ce que ça donne. J'ai bon espoir. Je ne serai pas là pour voir le résultat, mais je pense qu'il y a du potentiel. Juste savoir que le lac de Joux, c'est à peu près 10 km², 145 millions de mètres cubes. Le lac Breney, évidemment, 10 fois plus petit, mais il a quand même une quinzaine de millions de mètres cubes. En matière de gouvernance, alors là, il y a quelques symboles. Alors, pour gérer la partie amont, vous vous souvenez, c'est cette partie violette du bassin versant. Je vous ai parlé d'une convention pour la sortie du lac de Joux. Cette convention, elle est signée par 5 communes. Les 2 communes françaises, commune de Bois-d'Amont, commune des Rousses, les communes du Chenil, du Lieu et de l'Abeille, sur Suisse. Et c'est tout. Ce sont les entités signataires de cette convention qui définissent comment doit se comporter la vanne à la sortie du lac des Rousses. Il se trouve que pour donner une dimension plus globale à ces accords de terrain, avec le parc naturel régional du Haut-Jura, on est également signataire de cette convention. Cette convention, elle donne un cadre de collaboration qui est, on va dire, plutôt de bonne volonté. Mais je peux vous dire que ça va au-delà de la bonne volonté. Une fois qu'on signe ce genre d'engagement, en tout cas les 10 dernières années, on voit que ça a été suivi. Dans cette convention, on y définit les objectifs et les actions à mener, et on définit aussi, ça a été discuté durant toute la matinée, les échanges de données, puisqu'en fait, on sait que les données, c'est important d'en disposer. Sur le secteur aval, cette fois, on n'est plus dans un secteur binational, on n'est que sur une gouvernance, on va dire, naturellement
suisse, cantonale, communale. Et ça a été dit ce matin, alors l'expression c'est ça, hein, Carlo, les cantons disposent des ressources en eau. C'est la Constitution fédérale à l'article 76, alinéa 4, qu'il dit, c'est vrai. Donc c'est d'où cette gestion par les cantons. Au niveau des lois cantonales, il est dit que nul ne peut détourner les eaux ni les utiliser sans autorisation du département. Les lois vaudoises sont assez, comment on va dire ça, assez sévères et assez claires pour dire qu'on ne prend pas l'eau, ni des cours d'eau, ni des eaux souterraines, sans une autorisation du canton. D'où, si vous vous souvenez, les 6000 autorisations qu'on avait pour l'ensemble du canton. Les droits d'eau qu'on donne, c'est en règle générale des concessions. Bon, maximum, c'est 80 ans, mais ça peut être moins. Et puis, pour les autorisations de plus faible importance, on a d'autres types d'autorisations. Un petit mot sur l'eau potable. Je rappelle que la loi sur la distribution de l'eau dit que les communes se procurent l'eau qu'elles soient tenues de fournir en utilisant soit leurs propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie d'expropriation, etc., etc. Mais c'est bien les communes qui gèrent l'eau potable. Et s'agissant alors cette fois des travaux sur les lacs et cours d'eau et dans leur espace, là aussi, autorisation à demander au département pour tous travaux. Voilà, conclusion, perspective. L'état général des lacs et cours d'eau, il n'est pas idéal, mais il est plutôt bon. En matière de gouvernance pour le secteur amont, bon, un excellent rapport entre la Suisse et la France, avec 5 communes qui s'entendent, se coordonnent, avec une vision un peu plus globale, qui est assurée par le canton et par le parc régional naturel du Haut-Jura. Pour le secteur aval, on est selon des autorisations de compétences cantonales, avec participation des sociétés et, bien évidemment, des communes. Donc, on est dans une synergie et entente entre utilisateurs dans la situation actuelle avec cette fameuse convention pour les débits sortant du lac des Rousses. Toutefois, il y a un mais. Le mais, il est beaucoup plus dans les perspectives et pour le futur. On constate, et ça a été dit ce matin, diminution des pluies en été, sécheresse accrue, augmentation de la température, baisse de la qualité des eaux et des milieux naturels qui lui sont liés. Augmentation des pluies en automne et processus de fonte plus fréquents. Là, on est aussi dans un bassin versant où, selon comme ça se passe avec la fonte de neige, ça peut être critique. Il a aussi été dit ce matin, les besoins en eau augmentent avec évidemment une pression sur les milieux naturels. Augmentation de la population avec exigence de sécuriser l'alimentation en eau potable. Je pense qu'on est en 2023. Plus personne ne comprendrait qu'on coupe une arrivée d'eau pendant 2 jours. Donc on sent cette pression, elle est là. Donc exigence toujours plus élevée de la population vis-à-vis des risques. Je parle des risques au robinet, mais c'est valable pour tous les risques. Acceptance du risque toujours plus faible. Augmentation des besoins en eau pour l'agriculture, ça on l'a vu notamment dans les alpages, qui est un thème pour lui-même. Et puis une pression pour les plans d'eau, pour les loisirs et l'économie en général, dont l'énergie. Alors pas forcément la force hydraulique, mais la chaleur. Là, on sent aussi venir une pression de plus en plus forte d'utiliser l'eau des lacs, les eaux souterraines, pour produire du froid ou du chaud. Et donc, et ça a aussi été dit ce matin par rapport au Doubs, on est en plus dans une situation de vieillissement des ouvrages qui doivent être renouvelés. Que ce soit les installations hydroélectriques, que ce soit les aménagements des canaux ou des captages d'eau d'alimentation. Alors on pourrait voir ça comme un problème, mais je pense qu'on peut aussi voir ça comme une opportunité et réfléchir les concessions et les différents ouvrages qui lui sont liés. Voilà, ça c'est la petite pensée. Nécessité de repenser ensemble, je me suis permis pour le groupe dire... de repenser ensemble les futures utilisations de l'eau et le territoire qui lui est lié. L'eau en termes de ressources, mais le territoire qui est lié à l'eau, mais à travers la gestion intégrée des eaux et en capitalisant sur toutes les bonnes expériences. Il n'est pas question de remettre en question fondamentalement les choses, il est question de capitaliser sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, et donc partant de là, on peut partir à l'atelier.
Oui, aussi de ma part, je tiens à remercier le canton et l'UNIL qu'on a pu co-organiser cette intéressante journée sur la gestion intégrée des eaux. On a vu que c'est une thématique très importante vu le nombre de personnes qui sont là, et dans les discussions aussi dans les ateliers, on a pu voir qu'il y a aussi déjà des pistes de réflexion qui sont dans un bon espoir pour le futur. Et donc, merci à tout le monde. De ma part, un mot sur l'origine de cette journée, puisqu'on parle d'apéro qui va venir, mais l'origine, ça a été un apéro dans une soirée qui avait été organisée par le parc et l'équipe du Haut Vallée de l'Orbe au Sentier. Et puis c'était Philippe Hall qui se disait « Ah, mais ce serait bien qu'on fasse quelque chose sur la gestion intégrée ». Et donc c'est parti de là. On vous remercie, on a été un petit peu victime du succès. Malheureusement, on n'a pas pu accueillir toutes les personnes qui s'étaient inscrites. On espère que ceux qui ont suivi en ligne, vous avez pu profiter également. Bien, écoutez, il me revient le bonheur de clore cette magnifique journée. J'avais imaginé faire un très bref résumé de toutes les présentations, mais elles ont été bien, franchement, c'était impeccable. 10, on est à l'école des fans, chez Jacques Martin, tout le monde a dit non, c'était bien. Franchement, je crois que j'ai entendu que des échos. Merci, immensément merci à tous les orateurs. Merci d'être là encore, il fait chaud et vous êtes encore là en soutien pour cette journée. Donc, je vous propose d'applaudir les 6 orateurs. Merci infiniment. Avant d'aller au dernier remerciement, je ne peux pas m'empêcher de faire quand même trois réflexions synthétiques. J'ai beaucoup apprécié les deuxièmes discussions cet après-midi, parce que là, on a vu que c'est construit petit à petit la problématique. Et en fait, quand Pierre, je ne sais pas s'il est encore là, il est là au fond, hein, il lit son intel, pas de souci. Quand Pierre dit, mais en fait, vous êtes tous en train, et c'est vrai, de réfléchir, mais comment est-ce qu'on stocke l'eau, comment on la dérive, etc. Mais dans le fond, il faut peut-être réfléchir à adapter aussi les besoins en eau. Ça veut dire qu'effectivement, dans nos réflexions, revenons aussi de temps en temps à la source des besoins. Même si ce principe-là et cette réflexion, elle ne nous incombe pas qu'à nous, mais elle incombe évidemment au monde politique, au monde de la société en général. Soyons simples, continuons. C'est complexe, ne complexifions pas quelque chose qui est déjà complexe. Donc pour ne pas complexifier quelque chose qui l'est déjà et viser la simplicité, il faut viser l'essentiel, mais pour viser l'essentiel, il faut connaître. Donc pour connaître, il faut les donner et il faut continuer ce travail. Donc je vous invite vraiment à le continuer en toute simplicité, communiquer dans ce sens. Voilà, c'est les 2-3 petites choses que je voulais dire encore pour cet après-midi. Merci à l'équipe, c'est un super après-midi d'avoir pu... Là, on a effectivement, pour cette journée-là, on ne savait pas très bien où on allait. C'est vrai qu'on regrette, hein, je pense qu'on aurait pu accueillir, je pense, une 50aine de personnes en plus. Bon, heureusement qu'elles ne sont pas là, parce que ça aurait dégagé, je crois que c'est 10 kilowatts hein, par humain, sauf erreur, donc ça dégage de l'énergie et du chaud. Mais donc, je pense qu'il y aura des prochaines fois. Donc je vous invite à continuer. Et puis, de toute façon, la Confédération sera là, elle va appuyer, elle va financer, elle va nous aider à faire tout ça. Voilà. Merci infiniment à tout le monde. Bon retour et allez, bon apéritif. Alors, vous manquez pas, effectivement, les boissons en dessous, c'est important. Allez, tout bon. Merci.